Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un article vraiment stimulant de Danny Gerbinet. Il y décortique l'art de prescrire des tâches en thérapie brève. Et attention, on n'est pas juste dans une liste de techniques, hein. C'est plus une réflexion sur comment ces prescriptions s'imbriquent dans la relation thérapeutique, dans la stratégie de changement. L'article rappelle un point important. La thérapie brève, bon, ça date pas d'hier, hein. Plus d'un demi-siècle. Et l'usage des tâches, il s'est beaucoup affiné. Mais ça soulève une question clé pour le thérapeute. Quelle tâche choisir? Une tâche prête à l'emploi? Ou du sur-mesure? Plutôt radicale ou alors progressive? Et on vise quoi? Le problème? L'objectif? Ou ces fameuses tentatives de solutions qui marchent pas? Sans oublier les protocoles, comme ceux de Nardonnet, très structurés. Alors, aide ou carcan? Absolument. Et pour bien saisir l'enjeu de ces tâches, c'est crucial de revenir au fondement philosophique, le constructivisme. La thérapie brève, elle ne cherche pas la vérité objective. L'idée, c'est que notre réalité est une construction subjective façonnée par nos expériences, nos interactions. Une citation de l'article dit bien, la vérité, c'est ce qui est utile. Du coup, une approche thérapeutique, on ne l'évalue pas comme vraie, mais comme utile. Utile si elle aide à atteindre l'objectif. Et ça, c'est fondamental. C'est la personne qui consulte qui définit cet objectif, pas le thérapeute. Le rôle du thérapeute, c'est de proposer les moyens. Et parmi ces moyens, les tâches, ce sont des leviers vraiment puissants. D'accord. Explorons ça. C'est vrai que c'est une perspective différente des approches plus classiques. Celles qui disent souvent «faut comprendre le passé pour changer le présent». Là, on dirait qu'on inverse la logique. Il y a cette phrase de von Förster, citée dans l'article «Si tu veux voir, apprends à agir». C'est ça l'idée. L'action d'abord. C'est exactement ça. L'action mène à l'expérience, une expérience nouvelle. Et c'est cette expérience qui peut reconfigurer la perception, la construction de la réalité. C'est le cœur de ce que Nardone appelle l'expérience émotionnelle correctrice. En faisant quelque chose d'inédit, hors de son scénario habituel, la personne reçoit un feedback différent de l'environnement ou d'elle-même. C'est un peu comme apprendre à nager, quoi. On a beau lire des manuels, Faut se jeter à l'eau. voilà, c'est l'expérience directe qui compte. Et ça brise le cercle vicieux où nos actions habituelles renforcent nos croyances limitantes. Batson, lui, il parlerait d'apprentissage de deuxième ordre. On ne change pas juste une action, on change les règles du jeu, la relation au monde. C'est puissant comme idée. Mais alors, prescrire une action, une tâche, c'est forcément influencer un peu, non? Guider la personne. Comment on s'assure que ça reste bien aligné avec ce qu'elle veut, elle? C'est une excellente question. Gerbinet l'aborde de front. Oui, prescrire une tâche, c'est un acte d'influence. C'est inévitable, et même nécessaire en fait, pour initier le changement. Mais, et c'est le point crucial, cette influence est légitime seulement si elle sert l'objectif défini par la personne. Le but, c'est pas d'imposer une solution correcte, vue de l'extérieur, c'est, comme disait von Forster, d'augmenter le nombre de choix possibles. D'ouvrir des portes. Voilà. Ouvrir des portes, pas enfermer dans une nouvelle voie unique. Et pour arriver à cette prescription bien ajustée, Gerbinet décrit un processus assez logique, en 4 temps. D'abord, 1. Définir un problème, mais de manière opérationnelle, C'est-à-dire, en termes de comportement observable, et idéalement, si c'est pertinent, en termes de dynamique relationnelle. c'est intéressant ça, l'accent sur le comportemental et le relationnel. L'article mentionne une critique de Bateson sur le langage, qui tend à figer les choses, à parler de qualités internes, il est timide, plutôt que de processus. Il interagit de manière réservée dans tel contexte. Ça change tout pour définir le problème. Ah mais complètement. Si on voit le problème comme un trait interne figé, le changement paraît plus compliqué. Alors que si on le voit comme une dynamique interactionnelle, quand X arrive, je fais Y et ça entraîne Z, là tout de suite on voit où agir. C'est une distinction clé. Ça pousse le thérapeute à chercher des tâches qui ciblent des interactions, pas des états internes abstraits. Ça rend le problème plus abordable par l'action. Donc, après cette définition du problème, étape 2, définir une demande claire. Qu'est-ce que la personne veut atteindre, concrètement? Troisième étape, recenser les tentatives de solution. Très important ça. Ce qui a déjà été fait et qui n'a pas marché. Exactement. Identifier ce qui maintient le problème, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et enfin, quatrième étape, prescrire un comportement nouveau.
la tâche spécifique. Et là, bon, ça demande rigueur et imagination. Et c'est là qu'on arrive à la diversité de ces tâches. L'article explique qu'elles peuvent avoir différentes cibles. Un peu comme les recadrages, qui changent la perception du problème ou de la solution. Gerbinet les classe centrées sur le problème, sur l'objectif ou sur les tentatives de solution. Et puis, il y a cette histoire de prêt à l'emploi versus sur-mesure. Commençons par les tâches centrées sur le problème. Souvent, ce sont des tâches d'ouverture pour débroussailler. Par exemple, établir une priorité. Très utile quand la personne arrive submergée. L'exemple de Mam L, 60 ans. Oui, celle avec les soucis familiaux, santé, argent. Submergée. La tâche, toute simple. Parmi tout ça, quel problème voulez-vous voir disparaître en premier? Résultat, elle a pu se concentrer sur le point le plus aigu, les demandes incessantes de sa fille toxicomane. L'intérêt? Clarification, focalisation. Autre tâche de ce type, la tâche d'observation. Le but? Obtenir des descriptions factuelles, pas d'interprétation, juste les faits. Concrètement, Pour Mam L, on lui a demandé d'observer très précisément comment se passaient les demandes de sa fille Sabine, les détails. Et là, prise de conscience. Elle a vu le schéma répétitif, vu comment ses propres tentatives d'aide, à court terme, calmaient le jeu. mais renforcer la dépendance à long terme. Et en lumière, les tentatives de solutions qui coincent. D'accord. Donc, parfois, juste observer attentivement, ça peut déjà débloquer en montrant où ça cloche. Mais une fois qu'on voit plus clair sur le problème, comment on fait pour viser juste avec l'objectif? J'imagine que d'autres tâches entrent en jeu. Oui, tout à fait. Celles qui sont centrées sur l'objectif, pour passer du souhait vague Au concret? au concret. Voilà, parfois c'est simple, hein. Clarifier la demande. Qu'attendez-vous concrètement de cette démarche ou à quoi verriez-vous que c'est réussi? L'exemple de l'étudiant qui voulait reprendre confiance, eh bien, l'objectif concret est devenu étudier 2 heures par jour. C'est mesurable, c'est actionnable. Il y a aussi l'objectif minimum d'Erickson. J'aime bien cette idée. Un premier pas, petit, mais significatif. L'exemple de Madame T, déprimée après sa séparation, il est assez parlant, non? Ah oui, très. Son objectif minimum négocié, retrouver ses bottines de marche. Ça peut paraître dérisoire, Mais non. mais non. L'acte de chercher, trouver, puis même cirer ses bottines, ça a enclenché une petite chaîne. Trouver les bottines, les cirer, sortir marcher, et hop, début du changement. Sortir de l'inertie. Autre classique pour définir l'objectif, la question miracle. Souvent associée à l'approche centrée solution, mais elle vient d'Erik Erikson aussi. Imaginez qu'un miracle se produise cette nuit. C'est ça. Demain matin, à quoi verriez-vous que le problème a disparu? Qu'est-ce qui serait différent? On demande du concret, de l'observable. L'exemple de Madame E, avec son couple passionnel mais conflictuel, sa description du miracle a permis de pointer les changements comportementaux précis qu'elle attendait. Gestion des tâches, l'attitude du partenaire envers son fils. Ça aide à visualiser la solution, mais sans imposer une norme. C'est sa vision à elle. Et puis, il y a cette tâche qui semble un peu provocatrice, les inconvénients de l'amélioration. Demandez, si votre problème était résolu, qu'auriez-vous perdu? À quoi renonceriez-vous? C'est paradoxal, non? Carrément. Et c'est le but. Cette tâche, elle va chercher les résistances au changement. L'homéostasie du système, comme on dit. Cet équilibre, même s'il est inconfortable, qui fait qu'on reste dans une situation connue. Les fameux bénéfices secondaires cachés. L'exemple de Michel, l'étudiant vétérinaire avec son tossé sur le choix du stylo et du papier, il est incroyable. Oui, ça l'empêchait d'étudier. Exactement. Et cette question a révélé une peur énorme derrière. Réussir ses études, ça voulait dire devoir décider de l'avenir de la ferme familiale. Une décision angoissante. Le TOC, aussi absurde qu'il paraisse, le protégeait de ça. Il a dû d'abord régler la question de la ferme. Avant de pouvoir s'attaquer au TOC. Voilà. Il a négocié une solution pour la ferme et ensuite, il a pu traiter le TOC et réussir. Ça montre bien comment une tâche peut révéler des freins inconscients et permettre un choix plus éclairé. C'est fascinant. Une simple question qui dénoue des enjeux si profonds. Bon, passons aux tâches qui visent directement les tentatives de solutions inefficaces. L'article dit qu'elles sont plus offensives, c'est-à-dire... Oui, offensive dans le sens où elle cherche plus directement à provoquer un changement radical, le fameux virage à 180 degrés. La plus simple, c'est le relevé des tentatives de solution. Juste demander de lister précisément
tout ce qui a été fait pour résoudre le problème et qui n'a pas marché. Le message sous-jacent, c'est arrêtez de faire ça. Exactement. Arrêtez de faire plus de la même chose qui ne marche pas. Ça prépare le terrain pour essayer autre chose. Et puis, il y a les injonctions paradoxales. Alors là, on est vraiment dans le sur-mesure, très fin. Ça se base sur la logique même qui maintient le problème. L'idée, c'est soit de prescrire le symptôme si la personne le vit comme incontrôlable. Genre, ayez une crise d'angoisse tous les jours à 17h. Par exemple, oui, pendant 15 minutes, essayez activement. Ou, au contraire, interdire le changement désiré si la personne est bloquée par la peur d'échouer. Pour la semaine prochaine, interdiction formelle de tenter de faire X. En obéissant à l'injonction produire le symptôme volontairement ou s'abstenir, la personne, paradoxalement, reprend le contrôle. C'est très puissant, mais ça demande une analyse fine et une très bonne relation thérapeutique, évidemment. Et ça nous amène, tout naturellement, à la question des protocoles standardisés. Ceux de Giorgio Nardone, notamment pour les phobies, les TOC, les troubles alimentaires. Comment on concilie ça, ces tâches un peu en kit, avec l'approche sur-mesure dont on parlait? C'est une tension intéressante, c'est vrai. Nardone, il justifie ses protocoles par l'observation. Il a remarqué que des problèmes structurellement similaires, par exemple l'évitement systématique dans les phobies, Oui. eh bien, ils sont souvent maintenus par des tentatives de solutions assez similaires, assez redondantes. Donc, ces protocoles, ce sont des modélisations de stratégies, souvent contre-intuitives, qui ont montré leur efficacité pour court-circuiter ces logiques de persistance. L'idée, c'est souvent utiliser la peur contre la peur. Prenons la phobie sociale. Nardone pourrait expliquer comment le fait de chercher toujours à se rassurer ou de demander de l'aide envoie un double message. On t'aide, mais aussi, tu es incapable. Ce qui renforce la peur. Il peut alors prescrire des tâches pour affronter la peur par petites étapes, mais en décourageant l'aide. Créer une peur, celle d'aggraver en demandant de l'aide, plus grande que la peur initiale. Ou pour un TOC, avec des rituels, il pourrait prescrire le rituel, mais de façon amplifiée et contrôlée. Le fameux « si vous le faites une fois, faites-le 5 fois ». Voilà, exactement 5 fois. Ni plus, ni moins. Le thérapeute prend le contrôle du symptôme en le prescrivant. Mais Nardone insiste, ces protocoles, ce sont des guides, pas des recettes rigides. Il utilise cette métaphore d'Héraclite. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. J'aime bien cette image. Le protocole donne la structure, la connaissance accumulée sur le trouble, mais l'application doit être adaptée à chaque personne, son contexte, sa réactivité. Pour lui, la catégorisation des troubles, c'est un outil, nécessaire pour la recherche, la communication, l'évaluation, pas une étiquette à coller. Sa devise, connaître un problème en le changeant. L'article de Gerbinet, il apporte quand même une nuance importante. Il rappelle qu'il faut rester fidèle à la demande spécifique du patient, même si cette demande, elle ne correspond pas à une guérison complète selon les critères du protocole. Il illustre ça avec un cas. Oui, le cas de Madame D. Il est très éclairant. Agoraphobe, peur des ponts, invalidante. Mais l'analyse a montré que ses symptômes étaient liés à sa dynamique de couple. Son mari était très possessif. Et l'agoraphobie, en limitant son autonomie, maintenait un certain équilibre dans le couple. Et avec la tâche des inconvénients de l'amélioration, il est apparu qu'elle craignait inconsciemment que guérir complètement ne mène à la séparation. Ce qu'elle ne voulait surtout pas. Alors, face à ça, Gerbinet a choisi de respecter sa demande, qui était au final assez limitée. Juste pouvoir retraverser les ponts en bus. C'est ça, pour aller voir sa mère. Donc il a utilisé des tâches très ciblées sur cet objectif précis. Par exemple, remplir un formulaire d'observation très détaillé pendant le trajet en bus, pour saturer son attention, la détourner de l'anxiété. Et la thérapie s'est arrêtée quand cet objectif partiel a été atteint. Madame D a gardé certains symptômes, mais elle pouvait prendre le bus et elle a préservé son couple, conformément son choix implicite. Gerbinet suggère qu'une approche plus protocolaire, visant l'éradication totale de l'agoraphobie, aurait pu dans ce cas-là avoir des conséquences relationnelles non souhaitées par la patiente. Ça illustre parfaitement cette tension, oui, entre l'efficacité d'un modèle et l'ajustement personnalisé. C'est vraiment un art délicat. Tout à fait. Ça montre qu'il peut y avoir différentes lectures, différentes applications des principes de la thérapie brève. Ça dépend de la priorité qu'on accorde, la demande explicite, parfois limitée, du patient, ou une définition plus normative de la santé, de la guérison. Bon, alors si on devait résumer les points clés de cette exploration de l'article de Gerbinet, on retient que les tâches en thérapie brève, c'est bien plus que des exercices, quoi. Ce sont des leviers puissants.
basé sur l'idée que l'action transforme la perception. Leur efficacité dépend d'un ajustement très fin, à la personne, son problème, ses objectifs, sa vision du monde. Les 3 idées fortes peut-être. 1. Agir différemment pour voir différemment. 2. L'objectif vient de la personne, le thérapeute fournit les moyens utiles. 3. L'art, c'est l'équilibre entre stratégie éprouvée et personnalisation radicale, toujours au service de la demande. C'est une excellente synthèse. Et pour finir, pour laisser matière à réflexion, j'aimerais revenir sur cette histoire que Gerbinet reprend d'Edbetson, celle du poème de Coleridge, le dit du vieux marin. Le marin maudit avec l'albatros mort autour du cou. Oui. Il n'est libéré de sa malédiction qu'à un moment bien précis, quand, de manière totalement spontanée, sans intention consciente, il se surprend à bénir la beauté de serpents de mer. Et la réflexion de Betson, elle est là. Si quelqu'un avait donné en marin la recette, va admirer les serpents de mer, bénis-les et tu seras guéri, ça n'aurait probablement pas marché. Ah oui. Pourquoi? Parce que l'acte conscient de suivre une instruction aurait court-circuité le changement profond, qui lui est né d'une expérience esthétique, émotionnelle, implicite, non calculée. Et ça pose une question assez vertigineuse sur la thérapie, sur le changement en général. Dans quelle mesure est-ce que la compréhension intellectuelle des mécanismes aide vraiment la personne? Ou est-ce que parfois cette conscience explicite peut faire obstacle à la transformation viscérale? Celles que les tâches, justement, par leur côté expérientiel, parfois paradoxion, visent à catalyser. Quelle est la part irréductible de l'implicite, du non-conscient, dans cet art délicat du changement? Une excellente question pour terminer cette discussion. Un grand merci d'avoir suivi cette exploration approfondie avec nous.